Bonsoir. Bonsoir Salomé Villiers et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal de dimanche. Beaucoup de thématiques seront abordées. Le correspondant de France Télévisions en Italie, Alban Micosi, nous dressera un bilan sur les premières semaines de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement transalpin. Le politologue Gilles Kepel fera un constat sur la place du Moyen-Orient dans la guerre en Ukraine. Nous serons avec la chef du bureau de douane de Monaco. Et oui, il y a un bureau de douane français en termes d'importation et d'exportation à l'international. La présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens nous donnera les explications de la pénurie de certains médicaments. Les hôtels recrutent pour la saison estivale, c'est ce que nous dira la directrice des ressources humaines de l'Hôtel Métropole. La chef d'orchestre Zaya Ziawani va vous transmettre sa passion pour la musique. Le réalisateur et acteur Bruno Podalides va vous donner le secret d'une bonne comédie et vous allez le voir, tout est une question de rythmique. Et la comédienne Salomé Villiers nous parlera du plus grand cocu de France au XVIIe siècle, le marquis de Montespan. Voici votre best-of de la semaine. Ça fait 100 jours pratiquement que Mme Meloni est arrivée au pouvoir en Italie. Alors on s'attendait à une grande révolution. Vous savez, il y a eu des polémiques au moment de son élection et puis il est forcé de reconnaître que les 100 jours sont passés et qu'on est avec un gouvernement finalement de droite libérale assez classique, conservateur sur le plan des idées. On les abordera ensemble avec quelques points forts, quelques marqueurs, on va dire, pour leur électorat. Mais finalement, c'est un gouvernement de droite conservatrice assez classique. Le pouvoir n'a pas, on va dire, abîmé son image. Elle est toujours très, très en tête des sondages sur les partis politiques et finalement, elle est appréciée globalement des Italiens parce que elle a su transformer, on va dire, son image de tribun politicien qu'elle était en une personne de gouvernement. Et globalement, les Italiens estiment que oui, elle est responsable et qu'elle est en situation d'être tout à fait compétente. Pour elle, c'est un succès pour son ministre de l'Intérieur parce que cela montre eh bien, que l'État italien n'a jamais abandonné, quels que soient les changements politiques, sa volonté d'arrêter les principaux responsables mafieux. Et c'est vrai que c'était la personnalité la plus recherchée. Alors à ce titre, eh bien, effectivement, Mme Meloni s'en est félicitée, dit que le combat contre la mafia va continuer, que notamment les confiscations de biens, la politique de confiscation de biens va être poursuivie. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'arrêter les personnes. Lorsque ensuite il y a des biens, eh bien, en Italie, il y a une loi qui permet de saisir ces biens et de les remettre à la collectivité ou de les vendre au bénéfice de la collectivité. Elle veut aussi montrer eh bien, que la police joue son rôle pleinement, que les forces de l'ordre sont complètement mobilisées. C'est important pour elle en termes d'affichage et c'est important pour le prestige de l'Italie au regard de ses partenaires et de ses voisins européens. La mer Noire qui borde le Moyen-Orient borde aussi l'Ukraine et la Russie. La Turquie a eu un rôle très important dans cette affaire. C'est la Turquie qui a réorganisé la sortie des céréales ukrainiennes sans lesquelles l'Égypte, la Tunisie, voire l'Algérie seraient mortes de faim. Et la Turquie aussi utilise sa position médiatrice, par exemple, pour refuser que la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN si elles ne font pas partir les irrédentistes kurdes qui sont sur leur territoire. À quoi le Sénat américain réplique: si la Turquie met son veto à l'entrée de la Suède, nous ne laisserons pas vendre des avions chasseurs bombardiers F-16 à la Turquie. Donc vous voyez, tout est complètement lié. Alors pour ceux qui sont gros importateurs et qui n'ont pas de pétrole, bien évidemment, ou qui ont peu de pétrole, pour l'Égypte et la Tunisie, c'est très dur par exemple. En revanche, pour un pays comme l'Algérie, exportateur de pétrole et de gaz, surtout, ils ont fait cette année, en 2022, un chiffre d'exportation, surtout à destination de l'Italie, beaucoup plus élevé que les années précédentes. On a oublié tout ça parce que nous avons vécu dans la paix depuis maintenant plus d'un demi-siècle, presque un siècle, même si la paix est une vraie froide congelée par le système soviétique. Et tout d'un coup, on revoit sur notre territoire européen les forces de la guerre. On le voit même ici avec tous les Ukrainiens qui sont arrivés à Monaco. Nous en avons même à Menton. J'ai un voisin ukrainien dans mon immeuble. Et donc tout ça est en train de faire revenir à la surface d'anciens flux, d'anciennes connaissances, de réécrire une histoire de l'Europe, une histoire conflictuelle de l'Europe, dont on croyait être sorti et qui aujourd'hui montre sa rémanence. D'où l'intérêt d'étudier aussi l'histoire pour comprendre notre passé et notre présent et notre futur. Le territoire de Monaco, tel qu'il a été défini dans la Convention de 63,
et fait partie du territoire de l'Union européenne, même s'il n'est pas un État membre. Donc, la présence douanière est assurée par les douanes françaises à Monaco. Et nous sommes donc désormais un bureau de plein exercice. Il y a aussi une brigade qui fait partie du pôle douane sur Monaco. Et la grande nouveauté, c'est que désormais, les opérateurs monégasques comme les logisticiens, c'est-à-dire les professionnels, les transitaires en douane de Monaco, vont pouvoir utiliser les nouveaux outils qui ont été mis en place, dont notamment ce qu'on appelle le dédouanement centralisé national et bientôt le dédouanement centralisé communautaire. C'est-à-dire nous, on se focalise sur le marché international. Voilà, pour lequel il y a des formalités douanières, des enjeux fiscaux encore, et des règles, des documents parfois qui sont exigés, des normes que la douane est chargée de contrôler. Au niveau des déclarations en douane, on évolue, on monte petit à petit. On est arrivé cette année, en 2022, à 7000 déclarations. Par contre, c'est un bureau stratégique au niveau valeur, puisque nous avons eu en valeur déclarée, alors c'est 4 milliards 6 de valeur déclarée à l'import et 4 milliards 2 pour être très précis à l'export. Nous avons aussi, la douane a encaissé au titre des importations 1,5 million de droits de douane, 7,5 millions de TVA. Donc c'est quand même un bureau, on va dire, qui a une sensibilité par les valeurs, parce que Monaco a dans ses secteurs économiques et dans sa clientèle tout le marché de l'art, des antiquités, le secteur des ventes aux enchères, comme vous le savez, qui est en pleine explosion à Monaco. Beaucoup de galeries s'installent à Monaco. C'est vraiment un trafic que l'on capte bien sur le bureau de Monaco. Oui, malheureusement, nous sommes aussi touchés. Nous sommes aussi touchés que la France, qui est, d'après mes informations, le pays qui est plutôt parmi les plus touchés. Donc nous subissons aussi cette pénurie depuis un petit moment déjà et trop longtemps pour nos pharmaciens. Les médicaments les plus concernés sont l'amoxicilline, qui est bien connue sous le nom de Clamoxyl ou Augmentin. Nous avons aussi le paracétamol qui est concerné et puis quelques corticoïdes. C'est surtout la politique de prix qui est de prix bas qu'effectue la France depuis de longues années maintenant, qui a entraîné quelque part une fabrication des médicaments, souvent, et de ces médicaments-là en particulier, souvent en Chine, le plus souvent en Chine, parfois en Inde. Et la Chine, aujourd'hui, garde plutôt ces médicaments pour elle avec la crise qu'elle est en train de subir du Covid. Donc, on est en pénurie de médicaments. Il y a d'autres pays qui prennent comme solution aussi d'augmenter le prix d'un certain nombre de médicaments qui sont aujourd'hui parmi les plus bas. Il faut savoir que les prix des médicaments depuis 2009 n'ont quasiment pas monté. Depuis 2009, on est en 2022. Donc, c'est assez compliqué parce que l'inflation et les coûts, eux, ont continué de s'élever. Donc, c'est une des solutions. Ça pourrait... Mais bon, avant que ça revienne jusqu'en France et jusqu'à nous, parce qu'on est totalement lié à la France sur tout ce qui est médicaments, c'est pas encore arrivé. Voilà. Mais toutes les solutions sont bonnes à prendre. Mais ça reste compliqué, je ne vous dirai pas l'inverse. Alors nous, l'année dernière, on a été un petit peu moins impactés peut-être que les autres parce que d'abord, on avait fermé notre restaurant gastronomique, donc on avait gardé tous nos collaborateurs qu'on a pu remettre dans d'autres services. Et puis, on avait un peu anticipé avec les stagiaires qu'on avait eu au fur et à mesure de l'année, à qui on a pu proposer des postes pour l'été. Et ils étaient contents de venir travailler avec nous. Et c'est vrai que c'est un gain de temps aussi quand ils sont déjà formés. C'est un métier qu'on peut faire aussi bien en France, à l'étranger. Vous pouvez travailler dans un petit hôtel familial. Vous pouvez travailler dans un resort magnifique, un 800 chambres, un 100 chambres, un camping. Donc, toute la carrière de quelqu'un dans l'hôtellerie, il peut tellement changer de façon de travailler dans l'hôtellerie que je ne comprends pas que les gens ne courent pas vers ce métier qui est vraiment un métier exceptionnel. J'ai eu la chance de connaître ça dans la famille. Peut-être que d'autres jeunes n'auront pas forcément cette opportunité, ni dans la famille, ni peut-être même à l'école. Et moi, je trouve important que, en tant qu'artiste, on ait aussi une responsabilité, qu'on joue aussi ce rôle de transmettre, de partager. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des publics aussi très divers dans nos concerts. Et justement, avec ma sœur Fitouma, on a créé une académie qui s'appelle l'Académie Divertimento, qui permet justement à beaucoup de jeunes partout en France de pratiquer la musique, d'intégrer un orchestre professionnel le temps d'un concert, de plusieurs projets, pour les amener aussi à croire dans leur potentiel, à
à quelque part cultiver ce potentiel. Et puis aussi à comprendre que dans la vie, il y a aussi une exigence à avoir, qu'il faut aussi travailler, que des valeurs qui sont importantes dans la vie. Et donc, pour moi, je ne voyais pas exercer mon métier de chef d'orchestre autrement qu'en étant évidemment dans les salles de concert, mais en étant aussi très engagé dans la transmission. Et ça me tient à cœur de continuer cet engagement encore aujourd'hui. Quand on regarde un film, quel qu'il soit, on plonge dans un rythme particulier. Ça peut être lent, ça peut être rapide, mais c'est une expérience de temps différente de notre propre rapport au temps. Dans le rythme, il n'y a pas de perception, de perfection, pardon, c'est plutôt une respiration qui nous est propre. Et moi, je fais des comédies, donc le rythme est très important. Et souvent, l'humour vient d'un petit décalage temporel. Il y avait un truc continu, puis tout d'un coup, quelqu'un tombe par terre, le cours du temps s'arrête. Et c'est très difficile, quand j'écris une comédie, d'anticiper exactement à quel moment le spectateur rira. C'est ça, c'est le plus grand cocu de France, en tout cas le plus connu aussi. En fait, tout le monde connaît Madame de Montespan ou pas, mais effectivement, Madame de ce nom en tout cas est connu parce que c'était la favorite de Louis XIV pendant 24 ans. Et moi qui étais en plus très fan d'histoire quand j'étais petite, je connaissais bien cette période-là, j'étais assez fascinée par Madame de Montespan, mais je me suis jamais posé la question mais il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur avec elle. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux cette semaine? Voici un best-of concocté par notre spécialiste animalière Anaïs Mercier. Comme on dit, ça glisse au pays des merveilles. On se quitte avec les plus belles photos de la semaine prises par nos spécialistes de l'image, Manuel Vitali et Stéphane Dana. Vous retrouverez Sébastien Bornier à la présentation dès lundi 19h. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.